Bonsoir à tous. Donc, je suis Sylvie Charmant, chargée de communication à la Direction du développement durable des territoires de la province Sud. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette nouvelle conférence Sénature. Donc, une conférence Sénature, c'est quoi? C'est une conférence à destination du grand public sur des thèmes environnementaux. Et c'est important pour la province Sud d'organiser ces conférences pour permettre de vulgariser la science et de partager les connaissances auprès de ses administrés. Mais c'est aussi également important d'éduquer pour mieux comprendre et protéger notre environnement. Donc c'est pour ça qu'on organise ces conférences Sénature sur ces thématiques environnementales. Donc on organise ces conférences en partenariat avec le CRESICA. Donc il y a un consortium de recherche qui comprend 9 organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie. Donc on a par exemple l'IAC, l'université, le CHT ou encore l'IRD. Donc l'IRD, ce qui va présenter ce soir la conférence. Donc je laisse la parole à ma collègue qui va vous en dire plus sur la conférence et sur les intervenants. Bonsoir à toutes et tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Carla Busson, chargée de communication à l'IRD. Et donc, en tant que membre du CRESICA, l'IRD est ravie de participer à ce cycle de conférences Sénature. Donc, on en a déjà fait 2 depuis le début de l'année. Et pour cette 3e conférence donc de 2022, j'ai plaisir à introduire Hugo Bourgogne, donc, qui est doctorant à l'IRD et au WWF, et qui travaille donc sur les tortues marines, notamment dans le Grand Lagon Sud. Donc je crois que c'est pour ça que vous êtes venus. Et donc sa présentation sera suivie d'une présentation également de Tiffen Red, qui est garde nature à la province Sud. Donc je vous souhaite à tous de passer un très bon moment. Et puis si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence, n'hésitez pas à les mettre de côté, les garder dans un petit coin de votre tête. On fera circuler quelques micros dans la salle à la fin pour échanger ensemble sur cette belle thématique. Donc Hugo, c'est à toi. Merci Carla. Pas besoin de ça. Bonsoir. Donc merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux, c'est chouette, il y a du monde. Merci évidemment aux organisateurs, la province Sud qui nous reçoit ce soir dans son amphithéâtre, le CRESICA, l'IRD pour permettre d'organiser cette nouvelle conférence Sénature, au cours de laquelle on va partir tous ensemble en voyage. On va partir en voyage sous l'eau, on va plonger à la rencontre des tortues marines de Nouvelle-Calédonie. Donc je vais vous faire une petite première partie qui va être introductive avec quelques informations générales sur la tortue en Nouvelle-Calédonie, comment elle se porte, qui c'est qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis une deuxième partie, donc un petit peu plus en détail sur les travaux qu'on mène depuis maintenant quelques années dans le Grand Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie, qui est un petit joyau là qui se passe, donc c'est les îlots qui sont globalement entre Nouméa et l'île des Pins et sur lesquels on va travailler depuis 5-6 ans maintenant là pour aller découvrir ce nouveau site de ponte qu'on soupçonnait mais qu'on avait sous-estimé et qui recèle une véritable richesse. Alors, donc quelques généralités rapidement là sur les tortues marines. Donc on a 7 espèces, il y a 7 espèces de tortues marines qui sont recensées dans le monde. Et parmi ces 7 là, il y en a 3 qui vivent dans le lagon calédonien. Il y en a quelques-unes, 2 ou 3 autres espèces qu'on va pouvoir voir un peu plus rarement dans les eaux larges, mais il y en a vraiment que 3 qui utilisent notre lagon pour leur cycle de vie. Donc on peut peut-être les reconnaître ensemble si vous les connaissez. Celle-là, c'est la tortue grosse tête. Donc elle fait adulte, elle fait déjà un bon mètre, c'est une belle tortue déjà, entre 100 et 200 kilos. Elle est plutôt carnivore, comme je vous l'ai mis ici, elle va se nourrir plutôt de mollusques, crustacés, voilà, des invertébrés. Le bénitier, c'est pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que c'est son repas préféré. Ça vous donne un peu déjà une idée de la puissance qu'elle a dans les mâchoires, dans son bec, pour pouvoir s'alimenter sur ces animaux qui sont évidemment très difficiles à broyer. Et puis donc ça fait partie d'une des 2 espèces, je vous dis qu'il y en a 3 qui vivaient dans le lagon calédonien, il y en a 2 qui pondent en Calédonie, elle en fait partie. On va revenir dessus puisque ça va être mon sujet d'étude et donc on va avoir le temps d'en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. À noter quand même que elle est en danger critique d'extinction, ça aussi on va pouvoir en reparler un peu plus tard.
Deuxième tortue, est-ce que vous la connaissez celle-là? La tortue verte, un peu plus connue, on en voit un peu plus régulièrement, c'est celle qu'on voit le plus largement, communément en tout cas. Elle est un peu plus grande que sa cousine, à peu près le même poids. Alors pourquoi la tortue verte? C'est ça, en fait sa graisse qui est verte, parce qu'elle se nourrit principalement de phanérogames, ces herbiers sous-marins. Et elle aussi, elle pond en Nouvelle-Calédonie. Alors les sites de pont de la tortue verte sont plutôt dans le nord de nos territoires, sur les îlots entre Casto, Chesterfield, des choses comme ça. On a un peu moins de sites de ponte sur la Grande Terre, même s'il y en a. Et la troisième moustique du lagon, c'est la tortue bonne écaille, qu'on appelle aussi la tortue imbriquée. Celle-ci, elle est un peu plus petite pour le coup que les deux autres qu'on vient de voir. On la voit un peu moins souvent, c'est plus rare. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu la chance de la croiser sous l'eau, mais c'est un petit peu plus occasionnel. Et pour celle-ci, on pense qu'elle ne pond pas en Nouvelle-Calédonie, même s'il y a quelques relevés, observations qui ont pu être faits, qui sont assez historiques. En tout cas, ça fait un sacré nombre d'années qu'on n'en a pas vu de ponte, donc on estime qu'il n'y a pas de site de ponte aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, comme vous avez pu le voir d'ailleurs aussi sur ces premières diapos, à chaque fois, ce qu'on appelle le statut démographique d'une population. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'IUCN, l'Organisme international pour la conservation de la nature, qui va classer toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, en fonction de la trajectoire démographique. Est-ce que les populations de ces espèces-là vont bien ou est-ce qu'elles se portent plutôt mal? Et quelles sont les menaces qui pourraient les menacer? Et donc, en fait, on se rend compte que pour les tortues globalement, et pour les 7 espèces et pour toutes les populations qu'on trouve dans le monde, ce sont des espèces qui sont extrêmement menacées, qui ont des statuts de conservation très précaires. Alors on va essayer de comprendre un peu pourquoi, mais déjà pour vous donner quelques éléments, il y a d'autres espèces comme par exemple la baleine dont on a parlé, ou le dugong, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais la baleine par exemple, il y avait une menace qui était très établie, c'était la pêche baleinière, c'est pas la seule, mais en tout cas c'était largement la plus impactante. Voilà, donc depuis les années 70, on a réglementé cette activité, et depuis, globalement, on a des populations qui commencent à regrossir, à regrandir, à se porter mieux. Alors il y a certaines qui ont été tellement durement touchées qu'elles risquent de ne pas repartir, mais globalement, ça va un peu mieux. Pour la tortue, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de sources en fait, de pression, de différentes menaces qui sont toutes d'origine humaine, qu'on apporte, et qui vont être difficiles, en fait, du coup, d'autant plus difficiles à réguler parce qu'elles sont, encore une fois, multiples et elles ne sont pas, en tout cas, difficilement régulables à l'échelle d'un seul territoire. C'est quelque chose c'est des animaux qui sont foncièrement migrateurs, qui ont des cycles de vie qui se répartissent à des grands bassins océaniques, donc c'est plus compliqué. Ah oui, je vous avais mis ça. La tortue marine, on a des traces de tortue marine depuis 110 millions d'années. On pense l'apparition de 110 millions d'années. Donc elle était contemporaine de certains dinosaures. Je crois que c'est un peu plus ancien, évidemment, pour les tortues terrestres. C'est des animaux qui sont d'abord terrestres, pour ça qu'ils ont encore des poumons, d'ailleurs, qui continuent à venir respirer à la surface, avant d'être marins. Et donc 110 millions d'années, et là, en l'espace d'une génération, de 3 générations, donc en l'espace de 50 ans, pour un enfant, la génération de ses grands-parents, on a ces chiffres-là qu'on n'arrête pas de raconter dans toutes ces présentations qui sont un peu catastrophiques. 80% des effectifs qui ont disparu, 60% pour d'autres espèces, mais voilà, globalement, elles sont toutes extrêmement menacées d'extinction. Et donc ça s'est fait à une vitesse qui est très rapide pour des espèces qui ont, eux, une croissance et un développement assez lent. C'est des espèces qui commencent à se reproduire qu'à partir de 30 ans. Donc ça prend du temps pour ces tortues de réintégrer une population, de participer à la pérennisation de leur population, de leurs espèces. Donc voilà. Et donc on a 3 grandes menaces qui ont été identifiées pour les tortues marines. Alors il y en a évidemment un peu plus, mais c'est les 3 principales. Avant tout, c'est les prises accessoires de la pêche industrielle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est évidemment, on ne va pas consommer ces tortues-là, mais on a des grands systèmes de pêcherie internationaux avec des grands filets, des pêcheries aux hameçons, à la palangre, qui vont
pêcher, qui vont prendre ces tortues-là alors que ce n'est pas les espèces qu'on va viser. Et pour autant, comme je vous l'ai dit, elles ont des poumons, donc elles sont obligées de venir à la surface pour respirer. Et si elles ne peuvent pas le faire, elles vont finir par mourir. Donc ça, c'est la première menace aujourd'hui qui a été identifiée en termes de quantité. C'est vraiment quelque chose qui est le plus impactant. Voilà. Il faut le savoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'idée, c'est pas de vous envoyer des choses non plus comme ça, trop traumatisantes. J'ai pas envie qu'on rentre dans une situation d'éco-anxiété. C'est plutôt, faut être conscient aussi qu'on a tous une responsabilité dans qu'est-ce qu'on peut adapter notre régime alimentaire. On n'est peut-être pas obligé de manger autant de produits de la pêche industrielle, surtout qu'on a un beau pays qui est pourvoyeur en poissons sur des pêches plus de subsistance. Voilà, pourquoi pas. La deuxième menace, c'est ce fameux réchauffement climatique dont on commence à parler de plus en plus souvent. Là aussi, plusieurs types d'impacts, trois principaux d'ailleurs. Premièrement, qui dit réchauffement climatique dit augmentation de la température. On va le voir un petit peu plus tard, mais pour les tortues, ça va avoir un impact directement sur la répartition en fait, des mâles et des femelles, l'équilibre mâle-femelle dans une population. Ce sont des reptiles, comme tous les reptiles, ils pondent des œufs, et le sexe des bébés tortues pendant le développement embryonnaire va être déterminé par la température dans le sable. Donc plus il fait chaud, plus on va avoir tendance à avoir des femelles dans une population. À l'inverse, plus il fait frais, plus il y aura des mâles. Donc là, s'il fait de plus en plus chaud, et c'est le cas, on a de plus en plus de femelles. C'est un scénario qui est déjà mesurable et mesuré, qui est déjà documenté dans beaucoup d'endroits dans le monde, et donc qui pose évidemment un sérieux problème en termes de gestion et de conservation au long terme, puisque s'il n'y a que des femelles, ça ne marchera pas, mesdames. Voilà, et la troisième menace va être la pollution de nos océans, particulièrement au plastique, mais il n'y a pas que celle-ci. Je pense que Tiffany va nous en toucher un petit mot un peu tout à l'heure. C'est quelque chose pour lequel on a un peu de chance et on est encore assez épargné en Calédonie. On a encore la chance d'avoir un lagon qui est assez préservé là-dessus et encore en bonne santé. Donc c'est quelque chose qui est moins vrai dans nos eaux, mais pour autant ça l'est largement à l'échelle mondiale. Voilà. Donc on va sortir un petit peu de ce côté où pas trop inquiétant non plus. On va revenir sur des choses un petit peu plus rigolotes, un petit peu plus jolies. Et donc, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un petit peu plus globalement les grands résultats de notre étude qu'on mène dans ce lagon sud. Donc, en fait, c'est un site de ponte pour les tortues grosses têtes, dont on a vu tout à l'heure. On savait de longue date qu'il y avait des tortues qui pondaient sur ces îlots. On ne savait pas, par contre, exactement combien, sur quels îlots, est-ce que ça représentait une grosse population ou pas. Et donc, le WWF a commencé ses travaux à partir de 2016, donc ça va faire 6 ans maintenant, sur des premiers suivis sur la zone. Et la poursuite de ces travaux se passe aujourd'hui dans le cadre d'un projet doctoral qui est co-dirigé par l'IRD et le WWF et qui bénéficie du soutien de tous ses partenaires sans qui cette aventure ne pourrait pas se faire. Et je les remercie encore de leur soutien, de leur concours et de leur humanité, parce que c'est un projet sympa aussi à monter ensemble. Voilà. Alors, on revient rapidement sur la tortue grosse tête, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était en danger critique d'extinction. Alors comment c'est classé, comment ils sont attribués ces statuts à ces espèces? Là, c'est suite à l'observation de la disparition de 80% de la population. En fait, il y a différentes populations dans le monde. Il y a une population dans le Pacifique Sud pour cette espèce-là, la tortue grosse tête du Pacifique Sud. Et il y a 80% de ces individus qui ont disparu au cours des 3 dernières générations, donc l'équivalent de 50 dernières années. Donc voilà, c'est considérable, c'est un chiffre monstrueux. Et donc aujourd'hui, on a une estimation. Alors pourquoi on parle en termes de femelles reproductrices rapidement? C'est que c'est les seuls individus qu'on arrive à mesurer la démographie, le nombre en fait. On n'arrive pas à compter toutes les petites tortues qui se baladent dans la mer. Par contre, les femelles qui viennent pondre sur les plages, soit on arrive à les observer directement quand elles viennent, soit elles vont laisser des traces qu'on va pouvoir compter, qu'on va pouvoir du coup imaginer combien il y en a. Et on va revenir dessus parce que c'est largement ce qu'on utilise nous. Donc en tout cas, c'est ce qui est utilisé comme estimateur des tailles de population, c'est les tortues femelles adultes et donc reproductrices. Donc on estime aujourd'hui qu'il y a, dans tout le Pacifique Sud, il y a plus que 4000 femelles adultes de cette espèce-là. Je ne sais pas trop ce que ça représente pour vous, 4000 c'est vraiment rien, c'est 100 fois moins que des tortues vertes par exemple, c'est très peu. Et donc
Donc il y a quand même une urgence très identifiée à mettre en place des actions pour cette espèce, notamment dans ce bassin pacifique. Et on a de la chance, encore une fois, on est dans un territoire, alors une chance mais en même temps une responsabilité, on est dans ce territoire de Calédonien qui est très riche et qui va pouvoir compter sur au moins 2 grands sites de ponte qu'on connaît aujourd'hui. Donc le site de ponte de Bourail, qu'on connaît bien, le site de la Roche-Percée, vous êtes certainement allé déjà y faire un tour. Ça fait une quinzaine d'années que ce site est identifié, qu'il est suivi, qu'il a été réglementé. Il y a une association Boire à Tortue Marine qui fait partie de nos collaborateurs qui établit là-bas et qui fait un suivi tous les ans. Et donc ça fait quelques années qu'on dit que c'est un site de ponte majeur. Il y a certaines sources qui l'identifient comme étant le 2e site de ponte le plus important pour cette espèce dans tout le Pacifique Sud, après nos voisins australiens de Mont-Repos à Bundaberg. Et donc nous, ça fait depuis quelques années qu'on commence à apporter des nouvelles informations sur ce site du Grand Lagon Sud. Et un peu spoiler, on s'est rendu compte qu'on avait largement sous-estimé son importance et qu'il est aussi un site super important sur lequel il y a aussi beaucoup de tortues qui viennent se reproduire. Donc on pense qu'il y a à peu près entre 15 et 30% de toutes les tortues grosses têtes du Pacifique Sud qui viennent se reproduire en Nouvelle-Calédonie. Donc quelle chance, quelle responsabilité aussi pour ce territoire d'avoir engagé des actions qui sont concrètes, de suivi, de conservation, de protection pour cette espèce, puisque on peut se dire que si on n'en voit plus ici, on n'en verra plus nulle part en fait. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire maintenant quelques grands chiffres. On ne va pas rentrer forcément dans les détails tout le temps un peu trop pointu, mais voilà quelques grands chiffres sur les travaux qu'on réalise donc sur cette zone-là. Le Lagon Sud, c'est un site qui est absolument fantastique. C'est un site gigantesque qui fait 3000 km². Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site lagonaire qui est assez unique, qui est constitué d'une quarantaine. Là, c'est toute une myriade de petits îlots entre Nouméa et l'île des Pins. Et donc, en revanche, il va évidemment avoir des contraintes logistiques à suivre un site comme ça. C'est pas comme à la Roche-Percée où tous les soirs on y a accès directement à la roche. Il va falloir aller en mer, aller sur ces îlots-là. Donc, on peut pas être partout, on peut pas être tout le temps. Donc, on a dû faire des choix dans notre stratégie de comment on surveille un site comme ça. Et on savait pas bien le faire, on savait pas en tout cas quels outils utiliser. Donc depuis quelques années, on surveille un certain nombre d'îlots. Il y en a une grosse vingtaine qu'on surveille tout au long de la saison. Donc la saison de ponte de tortue, grosso modo, c'est entre mi-novembre et mi-février. Voilà, ça va durer 3-4 mois. Et donc à chaque mission, chaque semaine, on va partir sur ces îlots et on va en fait faire le tour et on va relever les traces des tortues qui sont montées, qu'on va pouvoir identifier. On va pouvoir savoir si c'est des tortues grosses têtes ou des tortues vertes. Et puis on va surtout savoir est-ce que la tortue elle a réussi à pondre ou pas. Donc on va pouvoir faire cette comptabilité comme ça. Donc ça c'est un chiffre de cette année, on a un peu plus de 250 pontes qui ont été recensées sur les 24 îlots de la zone qui ont été surveillés. Bon, je vais vous lancer des chiffres comme ça qui ne vont pas forcément parler. Ce qu'il faut retenir surtout de ce chiffre, c'est que c'est l'équivalent de ce qui a été comptabilisé cette année à la Roche-Percée, qui lui a été, ça fait longtemps qu'il est intronisé comme un site super important pour cette espèce-là. Donc voilà, encore une fois, cette année, on vérifie ces observations qu'on avait et on se rend compte à quel point ce site est éminemment essentiel pour cette espèce en Calédonie et dans le Pacifique Sud a fortiori. Donc super important. Beaucoup de pontes. Ah oui, c'est le plus grand record qu'on ait depuis qu'on a commencé en 2017. Donc c'était une très belle année de tortue. Voilà. Bon, ça, il y a des variations d'une année à l'autre. Il va y en avoir plus ou moins qui vont venir. Cette année, il y avait de la tortue. Voilà, c'est cool. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est un chiffre qui est comparable à ce qu'on a à Bourail. On a à peu près 70-75 tortues qui viennent pondre chaque année. Alors pour la petite info, les tortues femelles ne pondent pas tous les ans. Il y a une latence qui va dépendre souvent de la distance qu'elles ont dû couvrir pour migrer jusqu'à leur site de ponte, parce qu'elles vont pouvoir habiter un peu partout dans le Pacifique Sud le reste de l'année. Il y en a qui viennent de Calédonie, du Lagon Nord, donc c'est pas très loin, donc elle fait cette distance assez rapidement. Il y en a qui viennent d'Australie ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui vont mettre 2 mois à venir, au cours desquels elles ne s'alimentent pas. Pendant toute une saison de reproduction, la tortue ne s'alimente pas, ou très peu. Toute son énergie est allouée vraiment à la production des œufs, elle va pondre plusieurs fois dans la saison. Bref,
ça va être long pour elle, elle ne va pas s'alimenter, donc on estime qu'elle perd jusqu'à 30-40% de sa masse au cours d'une saison de ponte. Et donc ça va lui prendre plusieurs années à refaire ce stock de graisse avant de pouvoir revenir pondre. Donc 75, il faut imaginer qu'on a à peu près 3 fois ça, voilà, on en a à peu près 200 en tout, femelles adultes qui fréquentent le lagon sud. Voilà, sur les 2000 que je vous disais, entre 3 et 5000 que je disais tout à l'heure, non, c'est pas négligeable, c'est un vrai réservoir. Voilà, alors autre chose qui nous a intéressé, qui nous a tout de suite frappé, c'est que tous ces îlots-là ne sont pas fréquentés de la même façon. On aurait pu avoir des îlots qui étaient, tous les tortues ont fréquenté tous les îlots de la même façon, c'est pas le cas. Il y a des îlots qui sont plus utilisés que d'autres, alors ça peut changer d'une année à l'autre, ça peut changer éventuellement au sein d'une même saison, mais globalement on va retrouver des grands champions. Là en l'occurrence on a 3 îlots sur les 24 qu'on suit chaque année qui, à ces 3 là, ils recensent à chaque fois au moins la moitié des activités de ponte, un peu plus même, de 50%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de gestion, demain, si on réfléchit, on a cette information-là qui est quand même valable, où il n'y a pas besoin d'aller bloquer toute une zone ou protéger toute une zone. On peut aussi avoir des sites un peu plus prioritaires comme ça, sur lesquels on peut mettre un effort un petit peu plus conséquent, et pour autant continuer à avoir un impact maximal. Voilà, et donc on a cette hétérogénéité donc, dans la répartition spatiale, mais on l'a aussi dans le temps. Il y a une saison de ponte qui est plus marquée que d'autres. Je vous ai dit que c'était de novembre à février, mais c'est surtout entre mi-décembre et mi-janvier où on a le pic de l'activité de ponte. C'est là où il y a le maximum de tortues qui viennent. Et donc, c'est-à-dire que chaque soir, il y a entre 5 et 8 tortues qui vont venir pondre sur le lagon sud. Voilà, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a 40 îlots, donc il faut quand même être sur le bon îlot, au bon endroit, au bon moment pour l'avoir. Mais voilà, elles sont là. Voilà. Un autre suivi qu'on fait, c'est sur l'incubation des nids et ce qu'on va appeler l'émergence des nids. Donc les tortues, ça se passe comment? À chaque fois qu'elle vient sur la plage, elle va essayer de pondre. Donc si elle arrive à pondre, elle va repartir à l'eau évidemment. Et l'incubation va durer à peu près 2 mois. Ça dépend un peu en fonction des sites, en fait ça dépend de la température. Mais globalement c'est à peu près 2 mois d'incubation. Au bout de 2 mois, les bébés vont d'abord sortir de leurs œufs, donc ils vont éclore. Et puis ils vont tous grimper les uns dessus l'autre. Ils vont former une espèce de colonne pour remonter... parce qu'ils sont enterrés à peu près 50-60 cm dans le sable. Et donc ils vont devoir remonter toute cette colonne de sable pour pouvoir sortir de la plage et retourner vers le lagon. Donc cet exercice-là, ça leur prend quand même à peu près 2 jours aussi, on estime. Pendant 2 jours, ils creusent et puis en fait, par capillarité, ils creusent le sable qui s'accumule sous eux. Et donc ils arrivent à avancer comme ça progressivement. Et donc pour autant, pour nous, en tant que scientifiques et gestionnaires, on a besoin d'avoir des informations sur la qualité d'un site de ponte. Donc c'est pas parce qu'il y a 100 ou 3000 tortues qui viennent pondre sur une plage qu'elle est forcément un bon site de ponte. Si à chaque fois tous les nids sont attaqués ou lessivés par les marées ou quoi, et qu'il n'y a aucun bébé qui retourne à l'eau, ça restera malheureusement un mauvais site de ponte en termes de qualification. Et donc on fait un peu ces suivis-là aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Voilà, c'est cool. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait dans le lagon sud. Donc c'est une étude nouvelle cette année pour nous. C'est pas évident. Parce qu'autant une tortue adulte qui vient pondre sur la plage, elle fait, on l'a vu tout à l'heure, 150 kg. Donc quand elle vient et qu'elle creuse sur la plage, ça laisse des traces qui sont évidentes. On a l'impression qu'il y a un tracteur qui est passé sur la plage. On ne veut pas trop le louper quand une fois qu'on sait à quoi ça ressemble, c'est difficile de passer à côté. Autant des bébés tortues, ils font entre 30 et 40 grammes, donc c'est tout petit. Donc il faut vraiment être là au moment où ça se passe, ou quelques heures au maximum après, parce que les traces vont rapidement s'effacer. Cette année en plus, on a eu une météo un peu cracra pendant toute la saison là, avec la Niña, donc dès qu'il pleut, ça va avoir tendance à s'effacer très rapidement. Et donc nous, on a quand même besoin de pouvoir repérer des traces de ce qu'on appelle l'émergence pour pouvoir retrouver d'où venaient les bébés, et donc retrouver les nids. Et donc, on a eu plusieurs informations. De ça, on en a étudié une quinzaine, cette année. Donc déjà, première information, c'est qu'on a à peu près 100 œufs dans un nid. Voilà. Donc il faut savoir que la tortue, je vous ai dit tout à l'heure, elle pondait plusieurs fois dans la saison. Donc à chaque fois, elle va venir pondre 100 œufs, repartir.
Et ça va lui prendre, c'est un cycle qui va lui prendre, c'est très précis, c'est 14 à 15 jours pour recréer toute cette centaine d'œufs qu'elle va pouvoir ensuite revenir sur les plages et pondre à nouveau. Alors elle se reproduit avec des mâles qu'une fois au tout début de la saison. Alors il peut avoir plusieurs mâles d'ailleurs. Et elle va garder en fait ses semences actives dans un petit organite qu'elle a en elle. Et donc c'est ce qui va lui permettre de ne pas avoir à ressortir, retrouver les mâles, aller faire la fête et compagnie, quoi. Donc là c'est bon, elle a ça en elle. Donc à chaque fois elle va venir, elle pond ses œufs, elle repart à l'eau, elle se cale sous une patate, elle reproduit ses œufs, qu'elle reféconde et ainsi de suite. Donc elle peut pouvoir le faire jusqu'à 5 fois. Donc on a 100 œufs à peu près dans une couvée, elle peut le pondre jusqu'à 5 fois, donc potentiellement elle va pouvoir pondre 500 œufs dans une saison. Autre information qu'on a pu avoir, c'était la durée de l'incubation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à peu près 2 mois. Ben voilà, on est dans le Lagon Sud, on est à 63 jours. C'est un petit peu plus long qu'à la Roche-Percée parce qu'il y fait, spoiler, un petit peu plus frais. Et plus il fait frais, plus l'incubation va être longue. Voilà. Ce n'est pas une tortue grosse tête pour les plus spécialistes d'entre vous, j'avoue. Ça c'en est une par contre. Et donc, on va aussi, en sortant, en fait, on va excaver en fait tout le nid. D'un nid qui a émergé, et puis on va compter combien il y avait d'œufs et combien parmi tous ces œufs-là ont en fait réussi, ils sont vides en fait, le bébé a réussi à sortir par lui-même et à retrouver né jusqu'au lagon. Et on a un chiffre là, 80% de ces œufs-là arrivent à émerger, à éclore et à émerger naturellement, repartir au lagon sans être empêchés. Alors les 20% autres qui restent, c'est quoi? Ça peut être des prédations, il y a des crabes, il y a des prédateurs qui peuvent être introduits comme des chiens. Il peut y avoir des histoires avec des marées. S'il y a eu des fortes houles, s'il y a eu des fortes vagues et que la tortue, la mère n'a pas pondu très très haut sur la plage et qu'elle a pondu un peu trop bas, il peut être noyé, il peut être décaissé. Ça peut être des végétaux, une végétation rase qui va pousser et donc développer un système racinaire dans des nids. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un œuf peut être tué. Ou même juste, voilà, il ne s'est pas développé jusqu'au bout, ça peut arriver. Donc on a 80%, c'est un chiffre qui est comparable à ce qu'il y a à la Roche-Percée. C'est un bon chiffre, c'est-à-dire que c'est un site qui s'occupe bien de ses petits. En revanche, on n'a pas tellement d'informations, enfin si, on n'a pas d'informations chiffrées, mais on a bien senti sur le terrain que c'était plus compliqué par rapport à l'exposition justement à ces problèmes de houle dont je vous parlais. Et notamment... tout ce qui va être montée des eaux et impact aussi des cyclones, tout ça, les plages sont beaucoup moins larges que par exemple la plage de la Roche-Percée, donc il y a beaucoup moins d'espace. Et donc dès qu'il va y avoir des fortes houles, on va avoir ces phénomènes-là où toute une partie de l'îlot peut disparaître rapidement, qui va laisser des grands talus et donc qui va mettre à jour des œufs qui ne sont pas encore finis d'être incubés, donc qui vont évidemment être prédatés ou mourir. Voilà, et donc cette étude de pouvoir aller un petit peu plus en détail dans le développement des bébés tortues, ça nous a permis aussi de redévelopper ce programme qu'on avait de surveiller la température dans les nids. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la température dans la nid qui détermine le sexe des bébés tortues et que globalement on avait cette problématique qui nous se posait à nous largement, où il y avait trop de femelles et pas assez de mâles. Et en fait c'était une hypothèse de base quand on a commencé à aller bosser là-bas. On savait que on connaissait à quoi ressemblait un îlot du Lagon Sud avec un sable blanc corallien beaucoup plus grossier et plus blanc que le sable de la Roche-Percée qui est très fin. C'est un sable de rivière, du schiste noir très foncé, donc qui retient plus de chaleur. Donc on s'était dit, il est possible qu'il fasse plus frais dans le Lagon Sud et donc qu'il y ait une production de mâles qui pourrait du coup contrebalancer ce déficit. Et donc voilà, ça c'est la tête d'un îlot. Il y a peu de plages, mais rapidement on a une strate boisée qui est quand même assez présente, assez développée, ce qui n'y a quasiment plus à la Roche-Percée ou sur d'autres sites. D'ailleurs, je prends la Roche-Percée comme exemple, mais c'est évidemment pas le seul. Et donc ça fait plusieurs années qu'on fait cette manipulation en collaboration avec l'ASSO à Bourail. Tiffany a participé également. Et celle qui avait d'ailleurs mis en avant en premier ces chiffres-là, comme quoi il y avait quasiment 100% des bébés de la Roche-Percée qui étaient des femelles.
Donc c'est problématique en termes de conservation. Il faut comprendre, là, on est la petite équipe Tortue Calédonie. Alors, ok, on a identifié un site, la Roche-Percée. Ok, on sait qu'il y a des tortues. Donc on y met des outils réglementaires. Ça devient une réserve. Il y a des usages qui sont plus autorisés. Il y a des outils de contrôle. Il y a les gardes nature qui passent. Il y a une association qui est là, qui va assumer un suivi, mais aussi une sensibilisation de ça. Mais en fait, il y a quand même d'autres problèmes sur lesquels on peut difficilement agir, ou alors en innovant, en mettant des ombrières. C'est ce qui a été commencé à faire depuis quelques années à la Roche-Percée, si vous avez croisé ces structures-là. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller à fond là-dedans? C'est ce que font les Australiens depuis quelques années. Ils déplacent quasiment tout leur nid maintenant sous des ombrières pour faire chuter la température. Mais ça nécessite des moyens humains, financiers qui sont considérables. C'est pas facile à faire. Sur la plage où ils sont, il n'y a personne qui habite cette plage, alors qu'à la Roche-Percée, c'est le cas. Donc, on peut pas non plus mettre de l'infrastructure partout. Ça marcherait pas. D'où ces interrogations et la nécessité d'aller, prendre d'autres informations sur d'autres sites. Et ça, c'est les résultats qu'on a eu. Donc, c'est un truc qui est génial. On s'attendait à ce qu'il fasse plus frais, mais on ne s'attendait vraiment pas à ces résultats-là. On voit ici qu'à Bourail, donc en rouge, là, c'est les femelles. Il y a 96% en moyenne de femelles. Alors, c'est des estimations qui sont uniquement tirées par rapport à la température. On ne peut pas savoir sur un bébé tortue s'il est mâle ou femelle en l'observant. Voilà. Donc, c'est une modélisation, c'est une idée. Mais on a quasiment 100% de femelles, alors qu'on voit que dans le lagon sud, on est quasiment à l'équilibre, quasiment moitié-moitié. Un peu plus de femelles, mais voilà, ça s'équilibre. Donc c'est génial, c'est une super nouvelle, parce que pour nous, on se dit, on n'a pas des budgets qui sont considérables dans l'environnement, dans la protection de la tortue, donc on se demande quelles sont les actions prioritaires, qu'est-ce qui est vraiment important de mettre en place pour essayer de la conserver. Et si à un moment, on s'était dit, c'est de mettre des ombrières à Bourail, peut-être qu'il y a une autre solution qui est en fait la nature fait bien la chose et qu'il y a des sites de ponte qu'on connaissait mal mais qui en fait permettent de réguler naturellement cette problématique. Voilà. Et donc du coup, évidemment, la question qui s'est amenée à nous et qui en découle forcément, c'est ok, il y a des mâles qui naissent à Bourail, dans le lagon sud, mais est-ce que pour autant ils se reproduisent avec les femelles de Bourail? Parce que si c'est pas le cas, on repart à la case départ et il faut foutre de l'ombrière. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on se dit ok, c'est cool, on a un système qui permet de gérer ça, et donc on va peut-être essayer de mettre notre effort sur plutôt une régulation ou une attention en tout cas plutôt à dédier vers les îlots du Grand Lagon Sud. Et donc pour faire ça, pour répondre à cette question, on est passé par 3 types d'outils. Donc on veille la nuit, on a appris à ne plus jamais dormir quand on bosse sur les tortues. Donc on veille, on est attentif, on tend l'oreille dès qu'il y a un petit bruit, un clapote, on se dit c'est peut-être une tortue, on va essayer de voir où est-ce qu'elle en est. Et donc quand on a la chance d'en croiser une qui vient pondre sur la plage, on va utiliser 2 types d'outils. La première, c'est des systèmes de balises satellites. Je crois que je les ai mis. Alors voilà. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elles faisaient à peu près 1 mètre, les tortues, en moyenne, sur celles qu'on a croisées dans le lagon sud, elles font quasiment 1 mètre, 96 cm. C'est la même taille qu'à Bourail, c'est les mêmes tortues. Et donc voilà, c'est ça, on a mis ces systèmes de balises satellites qui vont nous permettre de suivre leur déplacement alors, au cours d'une saison de ponte. Donc en fait, l'idée, c'est que des femelles qu'on balise, puisque c'est les seules qui viennent sur les plages pour pondre, évidemment. Donc la question, c'est est-ce que cette femelle qu'on va baliser, on l'a trouvée, on l'a rencontrée la première fois dans le lagon sud, est-ce qu'elle va aller se déplacer et aller pondre, parce que comme on l'a dit, elle pond plusieurs fois, est-ce que la prochaine fois qu'elle va pondre, elle va pondre à Bourail ou pas? Parce qu'en fait, elles font partie de la même famille et du coup, est-ce qu'elles utilisent ces 2 sites de ponte, indépendamment? Le deuxième outil qu'on utilise, c'est les bagues. Donc c'est un système une petite bague en métal, c'est un piercing qu'on leur met sur la nageoire et qui permet de les identifier individuellement. Parce qu'en fait, avec les balises satellites, au bout de quelques mois, elle ne fonctionne plus la balise. Donc on ne va pas pouvoir la suivre d'une année à l'autre de ponte. Alors qu'avec ce système-là, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est la même question, sauf que est-ce qu'une année, elle s'est reproduite à Bourail? Est-ce que 3 ans plus tard, quand elle revient, elle va utiliser l'autre type de ponte ou pas? Est-ce qu'elle va rester fidèle? Et donc, sur ces 2 études-là, ça fait maintenant quelques années aussi qu'on a du recul, on a à peu près une 30aine de balises. Là, les bagues, c'est un chiffre énorme et on bénéficie largement du concours de l'association Opération... de Boira, Tortue Marine. Bonsoir. Et qui fait ces travaux-là depuis une 15aine d'années, donc évidemment ils en ont vu un paquet des tortues passer. Et donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun échange
On a vu 0 tortue qui a utilisé le site de ponte du Lagon Sud et de Bourail, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une grande fidélité de ces tortues femelles à leur site de ponte. Elles sont très sélectives et c'est ici qu'elles sont nées, parce qu'on dit ça, hein, qu'elles reviennent se reproduire sur les plages où elles sont nées. Donc elle est née dans ce site-là et elle revient se pondre et se reproduire uniquement sur ce site-là. C'est quelque chose qui est très documenté, il y a pas mal de gens qui bossent sur la tortue dans pas mal d'endroits dans le monde et globalement c'est un chiffre qu'on retrouve systématiquement. Les femelles sont fidèles à leur site de ponte. En revanche, c'est aussi quelque chose qui est raconté, c'est que c'est un peu moins le cas pour les mâles. C'est biologique les gars. Donc il y a un peu plus d'infidélité chez les mâles, ils sont un peu moins réglo, ils vont pouvoir se reproduire sur différents sites de ponte pendant leur migration, des choses comme ça. Mais en l'occurrence, dans notre histoire, ça pourrait être une vraie force aussi de dispersion, d'apport génétique, et donc c'est ça qu'on va essayer de s'intéresser à voir. Donc pour ce faire, encore une fois, on n'arrive pas à voir les mâles, ils sont mères, ils ne restent pas longtemps pendant la saison de repos, c'est compliqué d'aller les voir et de les attraper. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des petits bouts d'échantillons de peau à chaque tortue qu'on voit. Et grâce à la génétique, aujourd'hui, on a des outils moléculaires qui sont fantastiques et nous permettent de savoir quel est le niveau d'échange entre ces deux populations, et non pas là à l'échelle d'une année, mais à l'échelle intergénérationnelle, et notamment à prendre en compte l'apport des mâles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Tout à l'heure, j'étais à la fac en train de faire des manips au labo. C'est assez nouveau pour moi. Voilà. C'est quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on espère du coup avoir des résultats d'ici la fin de l'année pour pouvoir conclure sur cette thématique. Pas mal celle-là, non? Ok. Ça serait cool, en vrai. C'est un peu ça. Donc l'idée, c'est une science qui se met au service de la gestion. L'idée, c'est d'essayer d'apporter des informations scientifiques, mais qui permettent d'accompagner les gestionnaires, la province sud, sur la meilleure gestion, les meilleurs outils, les meilleurs suivis à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, les résultats, c'est que les mâles n'échangent pas, et donc à ce moment-là, on leur dira, si vous voulez faire quelque chose, le plus important, c'est de s'occuper du site de la Roche-Percée en reboisant pour amener de l'ombre, en mettant des ombrières, des choses comme ça. Si en revanche, on avait des résultats qui nous montraient que les mâles, ils naissaient dans le sud, mais qui participent à la reproduction, donc qui bénéficient aussi à Bourail, on leur dira, là, peut-être que l'important, le plus urgent, c'est de mettre des petits îlots comme ça protégés, ou en tout cas essayer de travailler à la protection, à la gestion de ce site. Voilà, donc on aime dire ça, c'est peut-être le futur spot qui sera intéressant sur lequel se concentrer en tout cas pour assurer l'avenir de cette tortue en Nouvelle-Calédonie, qui continue de faire partie de notre patrimoine social, culturel, biologique. Voilà, j'ai fini pour ma petite présentation. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à Tiffen Reed de la province sud, qui va vous faire la suite plutôt sur le côté échouage, tout ça. Tiffen, merci. Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Tiffen, je travaille donc à la province sud, à la direction du développement durable et dans le service de prévention de proximité et d'accompagnement technique qui regroupe en son sein les gardes nature. Donc ce soir, je suis un peu triste de passer derrière les belles photos de Hugo. Clairement, les miennes ne sont pas du même niveau. En plus, le sujet abordé ce soir, pour ma part, ce sont les échouages. Donc c'est un petit peu moins glam, mais en tout cas, ça va vous montrer le travail qu'on effectue tous les jours pour les tortues. Ah, j'ai un truc à passer. Ah, super. Donc en fait, depuis de nombreuses années à la province sud, on récupère des informations sur les échouages de tortues. Donc on a plus de 15 ans de données et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Pourquoi les gardes nature se mêlent de ces histoires de tortues ? En fait, les tortues, comme disait Hugo, sont des espèces protégées et le Code de l'environnement de la province sud stipule bien que toutes les espèces de tortues marines sont des espèces protégées. Et donc, la capture, la détention, le transport, la vente, l'achat, la consommation, en fait, ce sont des délits qui sont passibles de grosses amendes, voire même de peines de prison.
il y a bien des pressions, puisque vous pouvez voir là sur la radio, c'est une radio de tortue qu'on a faite ici. On peut voir un hameçon qui est mis... j'ai un petit clic, ouais. Oh, là, il y a un hameçon. Les pressions aussi, Hugo vous les a bien présentées, c'est-à-dire qu'on va avoir des pressions, le braconnage, la collision, la capture accidentelle, les dégradations de l'habitat. Donc c'est pour ça que nous, on intervient dans plusieurs mesures. Juste pour qu'on soit bien clair et qu'on parle le même langage ce soir, une tortue échouée, pour nous, c'est pas forcément qu'une tortue qui s'est échouée. Donc, une tortue échouée, pour nous, c'est une tortue qui n'est pas en capacité de se déplacer toute seule ou de se nourrir toute seule. Ça veut dire que même une tortue qui est dans l'eau, qui a le cul qui flotte et qui n'arrive pas à se déplacer, pour nous, on va appeler ça une tortue échouée. En anglais, c'est du stranding. Clairement, nous, en français, on n'avait pas le mot qu'il fallait pour ça, donc on a appelé ça des tortues échouées. Donc vous allez voir que je ne parle pas que de tortues qu'on retrouve sur la plage. Donc les échouages. Donc les gardes nature, on est formés pour intervenir sur les échouages. Oui, je vous ai dit que mes photos étaient un peu plus trash que celles qu'Hugo. On intervient donc quand on peut les sauver, qu'elles soient en détresse ou mortes ou vivantes. On est aussi formé en fait pour récolter des données scientifiques. Donc dès qu'on trouve une tortue, on identifie l'espèce, on mesure la tortue, on fait des échantillons génétiques s'il y a besoin pour certaines espèces en particulier. Tout ça pour optimiser justement les actions de protection, connaître les causes de mortalité et suivre l'état des populations. Donc voilà ce qui s'est passé les 15 dernières années. Alors vous voyez, en 2006, on n'avait vraiment pas beaucoup d'échouages. En 2020, on arrive à peu près une 50aine d'échouages. Je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mon PowerPoint, mais en fait pour 2021, on est à peu près à la même chose, c'est-à-dire une 50aine d'individus qu'on a retrouvés échoués. Alors là, vous allez me dire, dis donc, les échouages, ils ont augmenté, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs choses qui ont pu se passer. Soit on a vraiment eu une augmentation du nombre d'échouages, soit d'un coup, on a beaucoup plus de gens qui nous ont appelés. Parce qu'entre-temps, on a fait des guides du lagon, on a fait de la sensibilisation, on a expliqué aux gens qu'il fallait nous appeler en fait quand il y avait des tortues échouées. Donc là, en fait, en 2006, je ne suis pas sûre qu'en fait, il n'y ait pas autant d'échouages que ce qu'on a aujourd'hui. Tout ce que je suis sûre, c'est qu'en 2006, je passais mon bac et que clairement, on ne m'a pas appelé pour venir chercher des tortues. Donc, pour nous, c'est très très important de continuer en fait à suivre les échouages de tortues, puisqu'à un moment donné, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on a une vraie augmentation ou pas. Ce qui me fait dire que peut-être qu'on est arrivé à une stabilité, c'est que 2021, on est à peu près au même chiffre que 2020. Donc si ça se trouve, une 50aine d'individus échoués, c'est à peu près ce qu'on a d'habitude. Mais maintenant, je vous en reparlerai dans 10 ans, quand je serai proche de la retraite. Ce qu'on regarde à chaque fois aussi, c'est de savoir quel mois, en fait, on a eu les échouages. Parce qu'une journée de garde nature, quand ça commence avec une tortue échouée, c'est qu'en général, on va en avoir une deuxième et une troisième. C'est la journée sans fin. Donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une corrélation, en fait. Pourquoi, d'un coup, on se retrouvait avec quelques tortues qui s'échouaient. En plus, des fois, c'était pas du tout la même localité. D'autres fois, c'était la même. Mais on savait que le jour où on a un échouage, on sait qu'on en a un autre qui va arriver. Donc là, on a regardé les données et on s'est rendu compte qu'on avait 2 pics par an. Alors, mon diagramme est imbitable, mais je vais vous l'expliquer. On a 2 pics, on en a un en été et on en a un en hiver. Alors, là, on est allé voir nos collègues australiens pour leur demander, mais allons, pourquoi on a ces pics-là? Est-ce que vous avez la même chose? Alors, ce qui est rassurant, c'est que les Australiens, ils ont la même chose. Et alors, on a demandé, pourquoi on a ça comme pic? Donc, le premier pic, on va commencer par l'hiver. Les tortues, ça fait des pneumonies. Oui, ça a des poumons. Donc, on peut des fois avoir une tortue qui est en train de flotter et elle aura juste une infection au niveau des poumons. Donc là, on est sur quelque chose qui est, on va dire, normal. Maintenant, est-ce que j'ai autant de tortues qui ont des pneumonies en 2006 qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. On en reparlera dans quelques années. Mais en tout cas, les pneumonies, ça se soigne bien. On leur met des antibiotiques et elles arrivent à repartir. Donc ça, c'est vraiment limite le pic de l'hiver. C'est celui où on s'en sort le mieux. Par contre, le pic de l'été, en général, il est lié en fait à une grosse saison de pluie.
Comme disait Hugo, on a les tortues vertes, celles qu'on voit le plus souvent dans le lagon, elles sont herbivores. Quand il pleut, eh ben en fait, ça va amener un gros intrant d'eau douce au niveau du lagon, ça va enlever la petite couche supérieure au niveau des herbes, et là, les tortues, elles vont beaucoup moins digérer, en fait, les herbes qu'elles ont ingurgitées. Et ça leur fait des occlusions intestinales. C'est des bouchons. Donc ça, ben c'est quelque chose qui aussi, on va dire, est une cause naturelle, mais on a des épisodes comme là les dernières années où on est en plein dans la Niña, on a des gros intrants d'eau douce, donc là, ben c'est sûr, on a eu une augmentation au niveau des échouages. Donc maintenant, est-ce qu'on a plus d'occlusion intestinale aujourd'hui qu'avant? C'est pareil, je ne sais pas, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, c'est pareil, en Australie, ils ont les cas comme ça. Par contre, une tortue qui a une occlusion intestinale, eh ben, on ne peut pas juste lui enlever la carapace et lui enlever le bouchon. En général, si vous aviez déjà vu la radio de tout à l'heure ou des diagrammes, la colonne vertébrale est complètement fusionnée à la carapace. Donc on ne peut pas juste se dire « Oh, on enlève la carapace, on lui enlève le bouchon, on recolle ça et puis elle repart ». Tous ceux qui ont travaillé sur le sujet ont essayé en fait de faire des trous, même en passant par le plastron, à essayer de débloquer en fait ces blocages. Ça ne fonctionne pas. La seule chose qui peut fonctionner, c'est on va donner des corps gras à la tortue. Donc soit l'huile de paraffine, ou on va lui donner des petits calamars, ou ce genre de choses, et on va espérer qu'en fait le blocage, il sort tout seul. Par contre, quand à la radio, on voit qu'il y a plusieurs blocages et que c'est des gros trucs, déjà, on sait que ça va être plus difficile à sauver. Je passe. Quand on récupère une tortue, eh ben, on regarde la classe d'âge. Est-ce que c'est plutôt des petites? Est-ce que c'est plutôt des grosses? Est-ce que c'est des moyennes? Est-ce que c'est des bébés tortues qu'on récupère? Et en fait, au fur et à mesure des années, on se rend compte que ce qu'on a le plus souvent, c'est exactement la photo qu'on a là-haut. C'est une tortue taille assiette qui fait entre 30 et 65 cm. De toute façon, c'est celle qu'on croise le plus souvent dans le lagon, donc ça nous semble logique que ce soit celle-là qu'on voit le plus en difficulté. Et ça peut être expliqué aussi par le fait que c'est une tortue qui vient de changer de régime alimentaire. Parce que les tortues vertes, elles deviennent herbivores. Mais quand elles naissent, en fait, elles sont omnivores. Elles vont faire le tour en fait, des océans. Enfin là, en tout cas pour celles-là, pour les vertes, elles vont faire le tour de l'océan Pacifique. Elles vont être à la surface, elles vont manger tout et n'importe quoi. Et quand elles arrivent à l'adolescence, elles disent « Ah non, je veux plus manger n'importe quoi, je mange que des herbes. » Bon, voilà, vaut mieux qu'autre chose. Alors, mais en tout cas, il y a bien un changement au niveau de leur régimentaire qui fait qu'elles sont un peu déséquilibrées. Et donc, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus sensibles en fait, à des changements au niveau de ce qu'elles mangent. Donc, au final, au regard des données, ça ne nous semble pas délirant non plus, en fait, ce qu'on arrive à voir sur nos plages. Bon, là, elle n'est pas très en forme. En général, quand on voit tous ces coquillages, là, les barnacles sur la carapace, on se dit que ça fait un moment qu'elles flottent. Parce qu'elles en ont toujours quelques-uns sur le dos, mais là, on a vraiment une grosse concentration. Et en général, on peut voir qu'elles sont vraiment amaigries. Quand on les récupère, elles ont les yeux qui sont rentrés. On voit vraiment le cou, il est très très maigre. Donc là, on se rend compte que ça fait quand même un moment qu'elles se nourrissent pas, parce qu'en plus les tortues, vu que c'est des reptiles, ça met du temps en fait à décéder. Donc des fois, on récupère des tortues, on fait ce qu'on peut pour les sauver, mais il y a des cas en fait où si ça avait été autre chose que des reptiles, ça serait déjà mort. Moi, j'ai dit que c'était moins sympa, ma présentation. J'aurais dû passer en premier. Alors, ce qu'on regarde aussi, c'est les espèces. Parce que, pareil, comme disait Hugo, on a 3 espèces de tortues qu'on trouve dans le lagon. Principalement, on trouve de la verte, on trouve de la grosse tête et un peu d'imbriqué. Alors nous, on se disait, ok, qu'est-ce qu'on trouve dans nos échouages? Bon, alors comme dirait Patrice, j'aurais dû pas mettre cette couleur-là, mais ça, c'est la tortue verte. Je le changerai pour la prochaine fois. Donc, principalement, dans les échouages, on a des tortues vertes. Ok, jusque-là, on est bon. En général, dans l'eau, de données comme ça, de tête, je vous dirais qu'on a à peu près 10% d'imbriqués, 10% de grosses têtes qu'on va avoir dans nos eaux en nourrissage. Là, en l'occurrence, sur les échouages, on est à un peu plus en fait, d'imbriqués qu'on trouve échoués. Et on a un petit peu de grosses têtes. Et là, surprise, un jour, passant devant l'aquarium, je vois quelqu'un qui a une tortue dans les mains. Je fais demi-tour, je passe devant, je me dis mais purée, elle est bizarre cette tortue, ça ressemble pas du tout à une tortue que je connais. On dirait un espèce de lézard avec une carapace. Et ben c'était une tortue olivâtre. Donc c'est des tortues qui sont plutôt au Costa Rica,
que nous, on ne trouve pas normalement en Calédonie. Et là, cette tortue, elle a été trouvée à la plage de Magenta. Donc là, j'étais assez ravie d'avoir fait demi-tour. J'avais pas déliré. Et donc, celle-là, là, on voit très très mal en fait le détail au niveau de sa carapace. Et surtout, ça se voit pas bien sur la photo, mais je vous dis, c'est vraiment un lézard. Les écailles, elles sont très très peu dessinées. Elle fait presque avec... je dis comme un lézard, ça fait ou même un serpent. Et elle vit très très mal en captivité, parce que justement, elle a une peau tellement fine qu'en captivité, en fait, elle s'abîme très facilement, comparée aux autres tortues, comme la grosse tête, là où c'est un peu des tortues préhistoriques. Voilà, non, celle-là, on va dire que c'est la dernière arrivée, elle est plus en mode queen. Mais on en a eu 3 comme ça, en fait, entre 2011 et 2012, on a eu 3 tortues olivâtres. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant de voir que de temps en temps, comme on peut avoir des échouages d'autres choses, on a pu avoir un crocodile qui était arrivé à Lifou, on a pu avoir une otarie qui était arrivée à Poya. Enfin voilà, des fois on trouve des trucs complètement incroyables. Et alors pour moi, incroyable, c'était une tortue olivâtre. Alors les causes d'échouage, alors vous allez voir que c'est pas hyper précis parce que c'était juste pour nous donner une idée de qu'est-ce qu'on croisait le plus souvent. Donc, on a un petit peu de prise accessoire. Alors nous, c'est pas forcément, comme parlait tout à l'heure Hugo, de gros filets de pêche et tout ça. Non, en l'occurrence, des fois, c'est plutôt des petites scènes qui sont laissées, en fait, où les gens, ils font pas attention. On va avoir un petit peu dans les nasses à crabes aussi, si elles ont des trous, qu'elles sont mal... qu'elles sont pas réparées. On va avoir un petit peu aussi, comme sur la photo du début, en fait, quelqu'un qui pêche à la ligne. D'un coup, ça tire. Non, en fait, c'est une tortue qui était venue récupérer ce qu'il y avait au bout de la ligne. Donc voilà, ça, vraiment, on appelle ça de l'accessoire. Inconnu, des fois, même assez souvent, on n'arrive pas à savoir de quoi elles sont décédées. Même en faisant une nécropsie, voilà, il y a des fois, c'est difficile, en fait, à déterminer. Alors, on a séparé flottaison et échouage, là, parce qu'on voulait savoir combien on en avait qui vraiment étaient en flottaison en mer, comparé à celles qu'on trouvait sur la plage, mais ça ne veut pas dire que celles qu'on trouve sur la plage, en fait, elles ne flottaient pas avant. Bon, voilà, on reviendra là-dessus plus tard, quand on aura le temps vraiment d'analyser les données. On a des petits soucis au niveau de la collision. Donc là, on peut voir, en fait, ça, c'est le genre d'impact qu'on va avoir sur les tortues. Quand il y a un bateau qui arrive à grande vitesse sur une tortue, voilà ce qui se passe. Ça ne lui fait pas du bien. En plus, comme je vous disais, la colonne vertébrale, elle est complètement fusionnée avec la carapace. Donc quand on tape la carapace d'une tortue, en fait, on lui fracture la colonne vertébrale. D'un coup, ça devient plus dur de nager. On a une cause naturelle. Alors ça, c'était intéressant. C'était une tortue qu'on avait retrouvée bloquée dans des pieds de mangrove. Donc en fait, parce que les tortues vertes, elles mangent aussi les fruits de mangrove, elle s'était en fait mise dans le pied pour aller chercher un petit fruit de mangrove et elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Donc voilà, celui-là, on l'avait bien déclaré en tant que cause naturelle. Et on a aussi le braconnage. Ça fait partie des choses qu'on retrouve de moins en moins, mais on a quand même des endroits de temps en temps où on trouve des carapaces, des têtes, des nageoires, ce genre de choses. On continue sur les photos un peu pourraves. Donc, on a aussi quelque chose qui s'appelle le fibropapilloma. Donc, c'est des tumeurs qu'on trouve sur les tortues. Et nous, depuis 2011, on a eu 3 individus qu'on a trouvés avec ces tumeurs. Alors, j'espère que vous n'avez pas mangé avant de venir. Ça ressemble vraiment à des grosses verrues dégueulasses. Et en général, ça commence au niveau des yeux. Donc la problématique, c'est pas que les tortues elles meurent de ces verrues en fait qu'elles ont sur elles, c'est que par contre elles vont avoir du mal à s'alimenter. Là clairement, elles voient même pas ce qu'il y a devant elles. Et quand ça part au niveau de la bouche, c'est pareil en fait, elle va avoir du mal à ouvrir sa bouche pour se nourrir. Donc voilà, nous quand on a trouvé les individus comme ça qui étaient échoués, on n'est pas capable de dire si elle est morte en fait par rapport au fibropapilloma ou si elle est juste morte de faim. Mais clairement, vous voyez, celle-là, elle n'a pas l'air en forme, elle était quand même un peu maigre, donc on se doute qu'il y a un peu des deux. Oui, vous êtes content de mes photos. Alors, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que sur ces individus, et en général au-dessus de ces tumeurs, on va avoir des sangsues. Alors, on ne voit pas très bien là, mais j'ai essayé de faire au mieux. Et donc ça, c'est tout petit, ça fait à peu près 1 cm.
Et on n'arrive pas à savoir, même dans le monde, est-ce que les sangsues arrivent en premier et ensuite arrivent les tumeurs, ou est-ce qu'une fois qu'il y a les tumeurs, arrivent en fait les sangsues. Mais en tout cas, on se doute bien que ces vecteurs, ça fait partie de la chaîne de cette maladie. Mais pour l'instant, on a énormément de chance. On n'a eu que 3 individus entre 2011 et 2020. On en a eu 2 l'année dernière, qu'on a trouvé en plus. Mais si on regarde par rapport à Hawaï, en fait, où ils avaient 80% de leurs tortues qui avaient ce genre de lésions, en Australie, ils sont à 50% de leurs tortues qui ont ce genre de lésions. Bon, on se dit que honnêtement, le petit chiffre qu'on a ici, on s'en sort bien. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut continuer à vérifier au fur et à mesure des années, même si au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Parce que même si on trouve une tortue qui est encore vivante, qui a ce genre de lésions, qu'on se dit, bon, bah allez, on l'amène chez le véto, on coupe les lésions, bah, en fait, ça repousse. Donc, on a fait en fait que, si peut-être, si au moins ça lui permet de se nourrir pendant un moment, et peut-être qu'elle va réussir en fait à reprendre un peu de force et que son système immunitaire reprenne le dessus. Mais en tout cas, ils ont bien fait les essais, les tumeurs repoussent. C'est pareil, en Australie, il n'y a pas forcément de mortalité vraiment importante, à part quand je vous dis, ça attaque les yeux, la bouche ou les organes internes. Et ils se sont rendus compte que même au bout d'un moment, on avait beaucoup de juvéniles tortues vertes qui avaient cette maladie, et arrivées à la taille adulte, elles ne l'avaient plus. Ça s'était résorbé. Donc là, ça c'est vraiment, maintenant il y a des colloques complets qui se font rien que sur cette maladie, parce qu'en fait on ne sait pas d'où ça vient. Et donc voilà, c'est quelque chose à surveiller au fur et à mesure des années. Donc même si demain en mer, vous voyez une tortue comme ça, avec une tumeur, n'hésitez pas à nous le signaler, parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'on a des individus qui ont ça. Donc, comme disait Hugo, on a de la chance encore en Nouvelle-Calédonie de ne pas avoir en fait de mortalité importante avec le plastique. Alors, ça ne veut pas dire que vous jetez tous vos plastiques à la mer demain, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à faire attention. On n'a qu'une seule tortue pour l'instant juvénile qui est décédée en fait avec une perforation de l'estomac, mais en Australie, c'est pareil, ils ont en fait presque 100% des tortues qui ont des morceaux de plastique à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'elles vont en mourir, puisque si c'est du plastique mou, elles vont peut-être réussir à le sortir, mais si par contre c'est du plastique dur, ça va faire une occlusion intestinale, ou pire, comme celle-là, ça va perforer en fait l'estomac et elle va en décéder. Alors celle-là, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, elle avait un plastron qui était vraiment très très blanc, et avec les arêtes ici. On ne le voit pas du tout sur la photo parce qu'on ne l'a pas mis la tortue à l'envers pour la photo. Mais ça veut dire pour nous que c'est une tortue qui arrive des eaux pélagiques. Ça veut dire que potentiellement, ce plastique-là, il ne vient pas de chez nous. Vu qu'elle s'est baladée en fait dans tout le Pacifique avant de venir s'installer pour se nourrir en Calédonie, en fait, elle aurait pu manger tout ça au fur et à mesure de son voyage. Et au moment où elle est venue s'installer ici pour manger, c'était peut-être la fois de trop et c'est là où elle en est décédée. Mais c'était vraiment intéressant de voir que ce n'était pas du tout le profil d'une tortue qui était là depuis longtemps. Les tortues, quand elles vivent ici depuis un moment, on va dire 6 mois, 1 an, le plastron il commence à devenir vert et les arêtes qu'elles ont commencent à s'aplatir. Et après, on devient avec un plastron qui est un peu plus arrondi parce qu'en fait, elles sont restées bien contre le sable et ça a érodé en fait au niveau de la carapace. Et pareil, en fait, les algues elles se sont mises dessus. Quand elles sont vraiment archi blanches avec les arêtes, elles sortent du concessionnaire. Là, elles sont flambant neuves, elles sont profilées pour la course. Donc celle-là, c'était hyper intéressant. Depuis 2017, la province a signé une convention avec le MRCC. Donc c'est le Maritime Rescue Coordination Center. Pourquoi c'est important en fait cette convention avec le MRCC ? C'est que eux, ils travaillent H24, 7 jours sur 7, Noël, 31, 1er janvier, ils sont là tout le temps, ils font des quarts, ils se relaient. Donc ça veut dire qu'on a un opérateur téléphonique qui est spécialisé dans la coordination, qui veut bien répondre aux coups de téléphone concernant les dugongs, puisque au départ la convention avait été signée pour les dugongs et a été étendue l'année dernière aux tortues et mammifères marins. Donc pour nous, c'est super, ça veut dire que c'est un numéro à retenir, le 16. Vous trouvez une tortue échouée, vous trouvez un dugong échoué, il faut appeler le 16. Ça nous permet à nous de pouvoir répondre en fait rapidement et aller aider l'animal. Parce que des fois, on les trouve morts. Là, le niveau de timing, on est un peu plus cool. Par contre, une fois qu'elle est vivante, faut qu'on se bouge un peu plus pour y aller. Donc le plus rapidement on a l'information, le mieux c'est pour les tortues. Donc le 16, c'est hyper important.
qu'est-ce qu'il faut donner comme information quand on appelle le 16 ? Bah déjà, si vous pouvez nous dire où vous êtes, ça nous arrange. Ça nous évitera de chercher pendant longtemps. Deuxième information importante, quelle taille fait la tortue ? Parce que des fois, on nous appelle, on nous dit « Oui, il y a une tortue à venir récupérer, c'est super, j'arrive toute seule. » Et là, d'un coup, la tortue fait 250 kilos. Donc, si on m'avait prévenu en avance, en fait, que c'était une grosse tortue, je serais peut-être venue accompagner. Non, mais vous rigolez, mais des fois, on n'avait pas forcément prévu de la taille de la bête. Donc, on demande vraiment à ce que les gens nous précisent pour que nous, on puisse mettre les moyens en œuvre pour venir chercher la tortue. Voilà, je pense que dans la Yaris, ça passe pas. Donc, bon, bah, voilà, le lieu exact, le nombre d'animaux, la taille, à peu près, l'état de l'animal. Comme ça, nous aussi, bah, ça nous permet, voilà, différent entre mort et vivant. Bah, pour nous, ça va changer un petit peu notre stratégie de notre journée. Conduite à tenir en nous attendant. Alors ça, les gens, ils nous posent plein de questions. Est-ce que j'essaye de faire boire la tortue ? Est-ce que j'essaye de la faire manger ? Non, arrêtez tout. Juste, ce qu'on peut faire, c'est vraiment la mettre à l'ombre. Ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, une tortue en plein soleil, ça va pas lui faire du bien. Peut-être lui mettre une toute petite serviette, en fait, au niveau de la carapace. On évite de lui mettre des trucs sur la tête, puisqu'en plus des serviettes mouillées sur les narines, ça va un peu l'empêcher de respirer. Bon, si elle est déjà morte, c'est pas grave, mais si elle est vivante, c'est un peu dommage de lui mettre quelque chose sur la tête. On n'essaye pas de la remettre à l'eau. Alors ça, c'est vraiment très constant. Les gens, ils nous appellent « Oui, on a trouvé une tortue, on l'a remise à l'eau, mais c'est bizarre, elle revient. » Oui. Alors en général, quand une tortue, elle arrive sur la plage et qu'elle n'est pas là pour pondre, vous pouvez la remettre à l'eau 50 fois, il ne va rien se passer de plus en fait. Là, il faut juste nous appeler. On va ensuite coordonner avec l'Aquarium des Lagons pour essayer de la sauver. Mais voilà, mais essayer de la remettre à l'eau, elle ne s'est pas trompée de route. Hein. En général, quand elle arrive sur la plage, c'est qu'il y a eu un petit souci. Voilà, on essaye de ne pas faire des selfies avec la tortue à moitié morte. S'attrouper, s'agiter, lui tirer sur les nageoires. Alors même si on déplace la tortue, à des moments où on vous demandera de la mettre à l'ombre, eh ben on déplace la tortue en la tenant par la carapace. On évite de tirer sur les nageoires et de lui casser une patte en passant. Bon, après les animaux morts, on évite de les toucher. Là, c'est plus pour vous, en fait. C'est dégueulasse, ça pue. Et puis, vous pouvez avoir des maladies. Donc, bon, les animaux morts, on les laisse tranquilles. C'est pareil, les selfies avec les animaux morts, c'est pas très fun. Donc voilà, on les laisse tranquilles. Ben voilà, j'ai à peu près fait le tour de ma présentation. Donc moi, je voudrais remercier tout le monde, en fait, au fur et à mesure des années, même pour tous les appels qu'on a reçus, pour tous les gens qui étaient intéressés, en fait, à la protection des tortues, qui nous ont appelés pour essayer de sauver ces animaux emblématiques. J'en profite pour remercier l'Aquarium des Lagons, puisque dès qu'on a une tortue qui est vivante et qui a besoin de soins, en fait, on fait l'appel à un ami et on dépose ça à l'aquarium. Donc, on remercie bien sûr les vétérinaires qui travaillent avec l'aquarium et on va dédier la présentation au docteur Jean-Christophe Vivier, puisque quand même, il a travaillé pendant plus de 15 ans sur les tortues et on n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Merci à vous, bonne soirée.